Brest. Elle aime bien rougir, ma femme. C'est moins une bonbonne, puis de légumes. Quel bonheur lorsqu'on est joueur de foot à Brest. Ah, 43e but de l'autre. Leur cœur est énorme. Oh, ta bonade. Ah, putain. Francis Perra, ça tourne. Brestois, brestoise, du bruit, du bruit, du bruit pour le nouvel épisode de Brest On Air, 130e du nom, où on va parler mercato avec Fanche. Fanche, comment vas-tu? Salut Quentin, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Mercato, Fanche. On en est venu à bout. Oui, et tardif évidemment, hein, comme on pouvait s'y attendre, comme tous les ans, finalement, c'est devenu une habitude. Donc on ne pouvait pas faire de bilan avant la fin, finalement, à Brest plus qu'ailleurs. On est habitué, c'est vrai, à Brest, de devoir attendre les dernières heures, peut-être même les dernières minutes, pour voir un petit peu à quoi ressemble l'étendue du mercato. Et effectivement, maintenant que c'est terminé, qu'on a pris un petit peu de recul et que Yann nous a permis d'en savoir plus sur ces recrues, avec tous ces épisodes qui sont sortis cette semaine, maintenant l'heure est venue de faire un bilan global. D'ailleurs, on le salue. On le salue, Yann, qui roule sous le travail, qui a pu prendre 10-15 minutes ici et là pour enregistrer les présentations de joueurs avec les excellents intervenants d'ailleurs. On salue le choix des intervenants, hein, qui ont été particulièrement pertinents sur les profils des joueurs concernés. Mais voilà, on salue Yann qui sera de retour incessamment sous peu, on l'espère. Et pour l'instant, on lui souhaite bien bon courage, évidemment. On espère qu'il sera de retour avec des victoires du Stade brestois. Tout à fait, ça fait un petit moment, hein, que Brest n'a pas gagné en match officiel en tout cas. Et on a mis Et ça va peut-être venir avec les nouvelles recrues justement. c'est tout ce qu'on espère, puisque les premiers matchs ont montré quand même pas mal de lacunes qui se sont un petit peu répétées entre la première et la troisième journée. Je pense que les recrues vont en tout cas pas forcément nous faire changer d'objectif cette saison, hein, parce qu'à mon avis, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais Brest va devoir se battre pour le maintien malheureusement. Pour autant, ces recrues, je pense, vont toutes apporter quelque chose, en tout cas je l'espère, pour Éric Roy et son équipe. Si tu devais décrire peut-être le mercato en un mot. C'est une question difficile. J'ai pas envie d'être trop méchant, mais je dirais opportunité peut-être, un mercato d'opportunités, de joueurs qui sont à la relance. Je pense à Junior Dina Bimbe, je pense à Lucas Touzard qui, pour moi est le plus gros nom qui a été recruté cet été, mais qui est aussi un joueur qui souhaitait quitter l'Allemagne après avoir passé quelques saisons là-bas. Rémi Labo-Lascari, c'est également une opportunité parce qu'on connaît un petit peu l'histoire, hein. Il avait même été présenté avec le SCO d'Angers et finalement, la situation économique du SCO n'a pas permis de l'enregistrer et bizarrement, le Stade brestois se rendant à Lens le vendredi juste avant la fin du mercato, et évidemment que il y a eu des échanges qui ont été faits à ce moment-là et Brest s'est saisi de l'opportunité. Donc beaucoup d'opportunités parce que Brest est contraint, on le sait, financièrement, et donc Grégory Lorenzi a certainement paré au plus pressé sur la fin du mois d'août pour combler un petit peu les manques qu'il avait pu observer depuis le début de la préparation et plus d'ailleurs depuis le début du championnat. Pas tous, hein, évidemment, puisqu'on connaît l'attrait qu'avait le Stade brestois pour un défenseur central plutôt gaucher. En tout cas, déjà un défenseur central. Commençons par défenseur central d'abord. Le gaucher éventuellement aurait pu être un bonus. Comme vous avez certainement pu le lire dans la presse, l'opportunité si elle existe, sera prise par le directeur sportif de signer un nouveau défenseur en tant que joker. Donc voilà, peut-être le principal regret de ce mercato, c'est de ne pas avoir trouvé ce défenseur et peut-être l'Indonésien qui aurait pu apporter tout un tas de choses folles, notamment sur les réseaux sociaux. Et ça aurait été aussi peut-être la caution surprise un peu de ce mercato, curiosité de ce mercato, chose que peut-être ce rôle sera pour Pathé Mboup.
Peut-être la curiosité. De toute façon, ça peut être finalement que lui ou Joris Chotard, parce que ce sont les 2 joueurs sur lesquels on peut un petit peu se projeter. Les 2 joueurs qui ont été achetés, qui sont engagés définitivement avec le Stade Brestois. Et en parlant de défenseur central, la première recrue du mercato est un défenseur central, puisque c'est quand même le junior, Michel Diaz qui nous a rejoints. Je pense que ce joueur-là aura un rôle à jouer cette saison. Vraiment, j'avais plutôt apprécié ses prestations en préparation et même si j'aurais souhaité effectivement voir un deuxième défenseur central signé à Brest, parce que pour moi, c'est quand même un des soucis actuels du Stade brestois, c'est sa capacité, même si le terme n'est pas bien choisi, mais en tout cas son défaut de prendre trop de buts par match. On voit que depuis le début de championnat, on est parti sur les bases de la saison dernière, hein. On finit la saison avec un 6-0 à Nice et on enchaîne de retour avec 3 buts encaissés, face à Lille, 3 buts face à Lens et 2 buts face à Toulouse. J'aurais aimé un remodelage de cette défense. J'ai confiance dans Bradley Loko, dans le fait qu'il puisse revenir à son. Est-ce que d'ailleurs, pourrait pas considérer Bradley Loko un peu comme une recrue, quelque part, parce qu'il n'a pas eu de jouer l'année dernière. Mais j'aurais effectivement aimé, moi surtout, en plus d'un défenseur central gaucher, un défenseur central d'expérience, quelqu'un qui connaît la Ligue 1. J'ai vu que Lille avait pris Chancel Mbemba à l'OM. Je ne demandais pas forcément ce joueur-là, puisqu'il doit certainement coûter trop cher, mais un petit peu dans cette idée-là. Un taulier, quoi. Ouais, c'est ça, un gars comme, Et pas comme à l'époque. est-ce nécessairement sur le terrain ou pas nécessairement sur Ouais, le c'est terrain? sur le terrain parce que je pense que les tauliers en dehors, et cette équipe a vécu la Ligue des Champions, a suffisamment d'hommes de caractère. Je pense à Brendan Chardonnay, je pense à Hugo Magnetti, je pense à, Ludovic Ajorc certainement, qui, sans être des gueulards forcément sur le terrain, mais sont des hommes qui peuvent tenir un vestiaire et tenir un groupe. Il y a aussi des joueurs qui sont là depuis longtemps, Del Castillo, je pense à Loco évidemment, Kenny Lala, l'évidence, qui lui a ce caractère, qui a su parler devant les micros d'ailleurs à la sortie de Lens. À mon avis, dans les vestiaires, et Eric Roy et son staff, c'est carré. Mais il fallait peut-être ce joueur, tu vois, qualité un petit peu supérieure, et je te le disais tout à l'heure, comme un Jonathan Zebina en son temps, qui avait apporté toute une sérénité à l'équipe, surtout dans ses premiers mois, et qui avait rendu Joan Martial, si je ne dis pas de bêtises, qui jouait à ses côtés, largement meilleur lors de son passage à Brest. On avait rarement vu Joan Martial aussi bon. J'aurais aimé que ce défenseur-là puisse arriver à Brest, ce mec d'expérience, et peut-être que ce sera le cas, peut-être que Grégory Lorenzi va trouver la personne idoine. J'espère, parce que je ne dis pas que l'avenir de la saison en dépend, mais on voit qu'on a déjà des lacunes dans les buts. Si devant le gardien, c'est également un peu friable, ça peut poser problème. Si on doit marquer 4 ou 5 buts à chaque fois pour gagner un match, la saison risque d'être un petit peu compliquée. Impossible même. Ah oui, complètement. Il faut dire impossible, hein. Clairement, s'il faut marquer, beaucoup de buts, et on a vu qu'on pouvait le faire, hein, sur en tout cas des matchs, même il y a eu des occasions, à Lens, mais effectivement, si tu dois marquer, un nombre de buts, injouable, hein, finalement, au fur et à mesure des matchs, tu vas te retrouver, dans la charrette, hein. Je pense que très, très souvent, les meilleures défenses ne restent pas en Ligue 1. Je pense évidemment à Bordeaux, à des équipes comme ça, hein, qui ont, sans parler de nécessairement de records, mais généralement Saint-Étienne effectivement, qui l'année dernière est descendu, sans parler nécessairement de records, très rarement la moins bonne défense reste en Ligue 1. Donc effectivement, ça va être, évidemment aux défenseurs individuellement d'être meilleurs, mais il va aussi falloir, je pense, trouver la solidité, dans Mais cette équipe, ouais. hein, et ça passe évidemment par le milieu de terrain aussi, et je pense que les arrivées, de Touzard, de Ndina Mimbe, ça Chotard évidemment, ça va renforcer aussi la qualité du milieu de terrain qui, va peut-être éviter à la défense d'être trop mise en situation d'être mise à mal. Même si, finalement, quand on regarde les buts, hein, encaissés depuis le début de saison, il y a quand même pas mal d'erreurs individuelles sur ces buts, et notamment des 2 défenseurs centraux et du gardien. Donc ça va être à corriger évidemment. C'est un peu le souci du fonctionnement du mercato aussi de Grillo Lorenzi, c'est que, de fonctionner et je dis pas nécessairement que c'est de sa faute, hein, mais de recruter des joueurs sur la fin du mois d'août, sur la toute fin du mois d'août, une fois que le championnat est commencé, ça te permet pas non plus de combler les manques et d'anticiper forcément les manques. Il le voit, hein, qu'il y a des problèmes défensifs, je pense qu'il est pas aveugle, il le voit très bien, il le voit comme nous, mais peut-être que justement d'avoir pu recruter un défenseur central d'expérience au courant du mois de juillet, ça nous aurait permis
de commencer le championnat d'une manière différente et d'envisager les premières rencontres en étant un petit peu plus serein et peut-être de ne pas perdre 2 matchs sur 3 et je sais pas, de gagner contre Lille, de tenir le nul à Lens au moins et voilà, c'est comme l'année dernière finalement on avait signalé les mêmes mots, hein, un début de championnat très compliqué. On avait également perdu à Lens, on avait pris une raclée à domicile contre l'OM et on avait perdu beaucoup de temps, hein, au démarrage et ce qui nous avait, je pense, coûté d'ailleurs une place en coupe d'Europe en fin d'année. Ben, on reproduit la même chose cette année. Et bon, c'est mal parti, mais il y a quand même des chances que pour, cette année, vu la qualité d'effectif qui est, je pense, inférieure à celle de l'année dernière, je pense que tu seras d'accord pour moi avec moi de te dire ça. C'est peut-être pas pour la coupe d'Europe qui montrera des points cette année, Non, même si on ne l'espère moi, pas. ouais, effectivement et quand on avait fait l'épisode de présentation de la saison, on était un petit peu plus optimiste. En tout cas, moi, je l'ai été parce qu'à l'époque, il y avait encore Mady Camara qui était dans l'effectif, il y avait encore Pierre Lesmelou et on se disait Il y avait des valeurs c'est sûres. ça, ouais, exactement. Il y avait des valeurs sûres sur lesquelles tu pouvais absolument compter et je pense qu'avec Camara et Lesmelou, tu fais pas forcément ce match à Toulouse, tu fais pas forcément ce match à Lens. Alors c'est très facile de refaire l'histoire une fois qu'elle est passée, mais au moins tu avais des valeurs sûres et des gars qui, tenaient l'équipe. Et maintenant et bon, clairement le milieu de terrain, c'est un peu la salle des machines de ton équipe. Il est à reconstruire. Il reste plus qu'Hugo Magnéti, avec maintenant Kamori Doumbia qui prend une autre épaisseur, qui d'ailleurs est plutôt satisfaisant sur son début de saison, même si moi, j'ai souvent été un peu dubitatif sur son utilisation. Force est de reconnaître que, bon, pour le début, une passe décisive, 2 buts déjà, même si les statistiques ne font pas tout, et je pense que tu es d'accord avec moi. Le milieu de terrain, il est à reconstruire, donc il faudra voir comment un Joris Chotard prend sa place, comment un Junior Dina Guimbé prend sa place, si jamais il est amené à jouer dans le cœur du jeu ou plutôt sur un côté, ça c'est à voir et également, Lucas Touzard, bien entendu. Donc, est-ce que la mayonnaise va prendre? Est-ce que ces joueurs-là, on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que ces joueurs-là seront en état physique? Tout ça, c'est encore des questionnements auxquels on n'a pas la réponse et à mon avis, on les aura pas tout de suite. Joris Chotard d'ailleurs, qui a fait ses premiers pas en tant que titulaire à Lens. Bien. En tout cas sur la première mi-temps qui est celle à 11 contre 11, hein, finalement celle qui, est le plus à même de nous intéresser, celle qui, offre, davantage de perspectives sur le reste de la saison. J'ai trouvé extrêmement productif et plutôt satisfaisant, plutôt très, très, chatoyant. J'ai trouvé un Joris Chotard, pardon, bien meilleur, d'entrée de jeu en tout cas, à ce que je m'attendais. Même au niveau de ses prises de balles, de sa vision du jeu, je trouve qu'il y avait du Pierre Lesmelou un peu dans ce Joris Chotard, capable de se projeter aussi un peu, de tirer de loin avec, parcimonie et avec, plus ou moins de réussite. Mais c'était tout à fait viable en tout cas, à ce poste. Alors, reste à voir s'il jouera un peu plus haut et Lucas Touzard un peu plus bas ou l'inverse. Mais pourquoi pas Joris Chotard, être l'encre de ce milieu de terrain à son âge, mais déjà quand même beaucoup d'expérience, une expérience internationale également, hein, médaillé d'argent avec l'équipe de France aux Jeux olympiques. Bah, c'est quand même un profil qui est quand même intéressant et on en parlait ce matin avec un collègue. C'est vrai que le si tu enlèves Joris Chotard, Pathé Mboup, l'effectif manquait d'actifs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de prêts, évidemment, mais à force de vendre tes meilleurs joueurs et de les remplacer, par des joueurs un peu plus expérimentés, on va dire, les Mama Baldé, les Ludovic Ajorc, hein, qui sont de bons joueurs de Ligue 1, mais qui, en tant que Brest, évidemment, tu as besoin d'avoir des perspectives d'avenir au niveau financier. Et justement, je trouvais que Joris Chotard, Pathé Mboup, ce sont des actifs qui, on est obligé d'y penser, hein, mais d'ici 1, 2, 3 ans, pourraient rapporter gros au Stade brestois. Alors évidemment, on a Bradley Loko qui, est je pense maintenant le plus gros actif du club, J'ai joué si je ne dis pas de bêtises. ou je pense, mais moi je vois aussi un potentiel revente pour Kamori Doumbia, qui marche bien aussi en sélection internationale et on sait que, il y a des, championnats qui regardent aussi beaucoup les sélections africaines. Je pense que Kamori Doumbia pourrait, aussi avec Bradley Loko, être une vente intéressante dans les années à venir ou dans les mois à venir d'ailleurs. Ce qu'on espère, évidemment. Acheter, 4 millions d'euros pour 1 an de contrat, on le rappelle. Mais c'est vrai que ces apports de Joris Chotard et de Pathé Mboup, ça permet aussi de renouveler un peu ces actifs et de pouvoir penser avec un peu plus de sérénité à l'avenir parce que, c'est potentiellement 2 grosses ventes potentielles.
Donc c'était important aussi de renouveler un peu cet effectif au niveau et de rajeunir peut-être un peu cet effectif, chose qui n'avait pas été fait logiquement avec la Ligue des champions l'année dernière. Je reviens sur ce que tu dis au niveau des actifs, je trouve ça intéressant, d'autant qu'on avait l'habitude à Brest d'avoir un effectif qui se renouvelait chaque été, mais avec globalement, si j'ai bien compris la manière dont travaillait Grégory Lorenzi, c'était la vente d'un gros joueur par été. On avait eu, la vente de Romain Perrault, après, suivi de celle d'Ibrahima Diallo. On avait eu la vente de Romain Fèvre en cours de saison, si je dis pas de bêtises, que Romain Fèvre était parti en janvier à Lyon et il y a Il y a eu Franck Honora, hein. Honora, voilà, c'est ça et généralement, il y avait Lilian Brassier aussi, une grosse vente permettait de combler les caisses et cette année, on se sépare quand même de 3 cadres, Marco Bizotte, Pierre Lesmelou, Mady Camara. Je trouve que c'est curieux de se séparer aussi enfin, tu vois ce que je veux dire? De se séparer de 3 joueurs qui sont aussi importants le même été et d'autant plus de se séparer de Mady Camara et de Pierre Lesmelou au mois d'août, sur la deuxième quinzaine d'août, sachant que tu n'as absolument pas le temps, de te retourner pour prendre des joueurs qui sont de leur qualité. Peut-être, Alors, si je peux te stopper, des fois on a le temps, on le fait pas non plus. oui, non, mais c'est vrai, tu as raison de le dire. Non, c'est vrai, tu as raison de le dire, tu as raison de le dire. Ça peut aussi pointer du doigt un manque d'anticipation, un manque d'idées, ce genre de choses. Mais, moi, j'aurais tout à fait compris qu'on se sépare de Mady Camara comme il était indiqué, depuis le début de l'année et qu'il y avait un accord, OK. Mais séparer de lui plus de Pierre Lesmelou pour derrière finalement ne quasiment rien réinvestir et on va venir nous dire: «Oui et les caisses, voilà, les droits télé». On a compris, il y a eu quand même la Ligue des champions, il y a quand même eu des recettes, des droits télé, pour les jeux clubs qui ont participé à la Coupe d'Europe et il y a d'autres clubs en Ligue 1 je vois Metz qui dépense 4 millions pour recruter un défenseur. Il me semble pas 3 millions pour leur gardien. 3 millions pour leur gardien Fischer. Il me semble pas avoir vu Metz en Ligue des champions l'année dernière, le mardi et le mercredi. Et je pense pas que ce soit, les droits télé de Ligue 2 l'année dernière ou leur titre d'ailleurs ils montent en barrage si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc ils sont pas forts. Voilà, je m'étonne un petit peu de ça. Je pense qu'il y avait aussi une volonté et d'ailleurs on le voit dans les propos des uns et des autres dans la presse depuis. Alors Mady Camara s'est pas exprimé, mais Grégory Lorenzi a parlé pour Marco Bizotte et Pierre Lesmelou a parlé pour lui-même. Une volonté aussi de vider le vestiaire de certains joueurs qui ne voulaient plus être là, soit, mais en attendant, on a perdu des cadres qui seront difficilement remplaçables. Et ça fait un peu écho à ce qu'on disait il y a quelques mois, où on redoutait un peu cette fin de saison et ce mercato, parce qu'on sentait quand même cette fin d'air, ce changement de «génération» Ainsi entre que guillemets. Ça mmh. ça faisait 3-4 mois, 3-4 ans pardon que les cadres de l'effectif étaient grosso modo là, hein, depuis on va dire, la saison de l'arrivée de Roy, donc ça va être, 2022-2023. C'est ça, au mois de janvier, ouais. Donc tu fais 2023-2024 et 2025-2024-2025. Voilà, ça fait 3 ans et généralement les joueurs signent pour, allez 3-4 ans maximum, en tout cas à Brest et effectivement, on le sentait parce que, bah, évidemment là, tu arrives à la fin d'une magnifique histoire, d'une magnifique épopée et nécessairement, il y a des joueurs qui ont plus envie de se la donner pour, jouer le maintien avec le Stade Brestois, alors qu'ils ont connu la Ligue des champions et le podium, ce qui est compréhensible, hein, évidemment, quand on lit les propos de Pierre Lesmelou. Qu'on les comprenne ou pas, ils sont raisonnables, Bien sûr. hein, de vouloir changer de scénario. Évidemment, il a connu aussi des soucis personnels à Brest, donc sans les mettre sur la table dans les négociations, c'est ce qu'il a dit, hein, alors je vais dire France Bleu parce que c'est quand même plus facile et que ici, je crois que ça s'appelle C'est ici. ça, maintenant c'est ici, Ah, c'est nul, France Bleu, c'était très bien. on peut vu d'ailleurs Ah, très bon Nicolas Blanzat, hein, qui propose cette interview de Pierre. tout à fait, effectivement. Tu fais bien de le faire, mais voilà, on redoutait, hein, cette intersaison et je crois qu'on a presque eu raison, hein, et on savait aussi que Marco Bizotte voulait partir depuis, plusieurs années, ce qui pose question sur sa succession. Évidemment beaucoup plus facile à dire, après 3 matchs, mais Ah moi je veux ouvrir le en je veux fait aussi en fait, toi, je me souviens, toi, tu étais plutôt pour, hein, l'arrivée de Majetski. ouais, Hem, je pense qu'il y a quand même des paramètres qu'on n'avait pas suffisamment pris en compte et notamment le côté mental exactement. d'un gardien.
Heu, on est en présence ici d'un alors généralement, Marco Bizotte, par exemple, quand il arrive, il est quand même en pleine force de l'âge. Il sort de plein de saisons, complètes avec la Z. Il a joué avec des champions la coupe d'Europe. Il est une fois international néerlandais. Là, c'est vrai qu'on part sur un gardien, alors en prêt, c'est pas tellement un problème. Là, par contre, on part sur un gardien qui est, je pense, dans la tête un peu dans le seau, qui sort de 2 saisons, mi-figue mi-raisin, où il a un peu alterné avec Philippe Keun, le statut de titulaire. Et est-ce que quand tu es Brest, que tu vas jouer le maintien, que tu as besoin quand même de valeurs sûres, est-ce que peut-être prendre un gardien qui mentalement est dans le dur, parce qu'il est dans le dur clairement, je pense pas qu'il soit aussi mauvais que ça, même si, il y a quand même pas mal de gens qui font part de certains défauts qu'on peut effectivement voir depuis le début de saison, notamment au jeu au pied. Bon, les sorties, elles sont suffisamment documentées récemment pour se dire que c'est un petit problème. Mais ouais, ce côté mental et ce côté, gardien qui arrive en difficulté et il va sûrement falloir du temps pour le remettre en selle. C'est peut-être un point de vue qu'on n'avait pas pris en compte et qui diffère avec l'arrivée de Marco Bizotte, et il aurait peut-être fallu trouver un gardien qui, sans parler de notre ami suédois, qui pour moi est un crack européen, qui était sur une pente ascendante, on va dire. Bah, tu ajoutes un problème à un problème. Tu termines la saison et tu vis globalement une saison 2024-2025 avec de nombreux problèmes défensifs. Je vais pas rappeler, les matchs, lors desquels on a pris, 5 buts ou plus, Marseille, Nice, Paris en Ligue des Champions, avec un gardien qui, de manière générale, faisait quand même un petit peu l'unanimité. En la présence de Marco Bizotte, tu rajoutes donc à cette défense qui, s'est affaiblie, parce que tu perds Koulibaly et Ndiaye qui était pour moi quand même, surtout Koulibaly, un très bon défenseur et Ndiaye un défenseur plutôt prometteur. Tu rajoutes, à ça un gardien qui effectivement est fragile. Comme tu disais, moi j'étais plutôt pour l'arrivée de Maestri, dans la mesure où déjà, je comparais aux autres profils qui étaient annoncés, que ce soit Mvogo ou Dupé, des gardiens soit de Ligue 2, soit des gardiens qui étaient remplaçants à Nice. Je me dis: «Bon, un gardien qui a fait une saison 2023-2024 à Monaco relativement satisfaisante». Effectivement, l'année dernière, elle était pas bonne. En tout cas, elle était moyenne. Il avait perdu sa place. Et je me dis: «Tu peux le relancer». Mais tu as raison de le signaler. Concrètement, dans sa tête, Maïeski, qui a pourtant l'air d'être quelqu'un de très bien et que tu as envie d'encourager malgré les lacunes qu'il a pu montrer, malgré tout ça, il a la tête qui est complètement à l'envers. Et est-ce que tu peux te remettre la tête à l'endroit quand tu commences la saison en encaissant 8 buts, que tu prends un carton rouge, que l'équipe perd globalement à cause de toi, en tout cas ce 3e match? Ça va être extrêmement compliqué. Et je regrette énormément qu'on n'ait pas pu anticiper avec le recrutement de Noël Tardivist, parce qu'effectivement, pour avoir vu des vidéos et vu un petit peu notamment le côté caractère du gars qui avait l'air d'être un gros gueulard, hein. Je pense que tu l'as encore plus vu que moi, mais un mec qui n'hésitait pas à parler à ses défenseurs de manière assez véhémente, qui avait l'air en plus de ça d'être un très bon gardien. Là, on va devoir faire la saison avec Maïski et je me dis: «Est-ce que ça va durer, les 34 matchs ou est-ce qu'on va pas le remplacer par Couder finalement?» Alors que c'est quelque chose que je voulais vraiment pas parce que j'ai quand même des doutes sur lui. C'est pour moi le poste de gardien, c'est le plus important d'une équipe, parce que c'est lui qui t'apporte le calme et la stabilité derrière, qui rassure tes défenseurs et surtout quand tu joues le maintien. Je suis bien d'accord avec toi, quand tu joues le maintien, tu dois avoir quelqu'un qui est fiable. On l'a vu dans tout le temps quand Brest est maintenu en Ligue 1, que ce soit avec, Steve Elana, Gauthier Larsonneur lors des premières saisons ou Marco Bizotte, le gardien a joué un rôle prépondérant. Là, j'ai des doutes sur Maestri et ça m'embête un petit peu, je termine là-dessus. Que l'on sache et que l'on dise dans les médias que ça fait 1 an que Marco Bizotte veut partir. Alors, nous d'ailleurs ce qu'on nous dit, c'est que c'est même plus que ça presque, hein, qui souhaite partir et qu'on est arrivé au mois d'août, au mois de juillet, mois d'août 2025 et on n'a toujours pas de remplaçant et qu'on a l'impression qu'on tâtonne, qu'on essaye celui-ci, celui-là et qu'il y a rien qui est fait, quoi. Donc ça m'embête plus qu'autre chose. Alors, on sait qu'il y a quand même eu des pistes, hein, à droite à gauche pour le remplacer, qui n'ont rien donné malheureusement, parce qu'il y avait quand même des noms qui étaient, assez intéressants, alors pour diverses raisons, hein, on ne va pas revenir dessus. Mais, il y en a est-ce que Maïeski était vraiment le choix numéro 20? Je suis pas sûr. Ça on peut pas le dire. On peut pas le dire, mais je pense pas qu'il y ait non plus des milliers de refus pour un gardien de but, et c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à, bah, éventuellement dépenser les 3 millions d'euros qui auraient pu partir sur un défenseur pour un insolite gardien.
D'ailleurs, ce qui aurait dû être fait, hein, si Côme n'était pas venu interférer dans les négociations, entre Mjolby et le Stade, enfin plutôt entre, Noël Nice directement et le Stade brestois. Heu, Mais là, de toute façon, c'est 3 millions d'euros qui auraient dû être investis dans le gardien, on mais pouvait pas début rivaliser. début juillet. Voilà, on pouvait pas rivaliser. Com, c'est Non, clairement. les gens sont peut-être pas au fait parce que c'est pas un nom qui parle énormément en Serie A. C'est un club qui est dirigé par quelqu'un qui a énormément d'argent, bien plus que le Stade Brestois, qui peut offrir des salaires qui sont largement supérieurs à ceux qui sont offerts à Brest et avec un cadre Entraîné par Frances en Fabregas, et plus, cetera, et et cetera. cetera. Donc, mais l'idée, ça Effectivement, tu parlais du cadre de vie, en plus, toi, tu as le cadre de vie c'est et puis il aurait fallu boucler ça bien plus tôt. ouais, et bizarre parce que ça faisait 1 an que Grégory Lorenzi était sur le dossier Oui, apparemment. mais ça, c'est toujours la même chose. Ça fait 1 an qu'il est sur les dossiers, mais après, on arrive au mois d'août, on est le 30 août et ça se décante à ce moment-là. Alors, il y a certainement des situations qui demandent de la patience, mais d'un autre côté, un peu d'anticipation de temps en temps, ce serait pas plus mal et ça, je pense, ça permettrait à l'équipe, en tout cas, de ne pas commencer son championnat le 15 septembre. Et puis tu l'as bien dit, pour revenir pardon sur le gardien polonais, c'est vrai que généralement le gardien, et tu l'as tout à fait, correctement dit, c'est celui qui transpire la sérénité. Si ton gardien est déjà un peu dans la mouise, bah, ça rejaillit également sur ta défense principalement, et c'est peut-être ce qui se passe aussi actuellement, et en plus c'est un cercle vicieux parce que, bah, si les défenseurs sont pas sereins, alors le gardien, difficile pour lui d'être serein également. Donc ça tourne et au final tu te retrouves avec 8 buts encaissés en 3 matchs. Je me juste un petit souvenir de l'année d'avant, pardon, lorsqu'on joue contre Nice. On était un petit peu en concurrence avec Nice pour les qualifications, les places de qualificatifs pour l'Europe. On savait pas encore qu'on allait jouer avec des champions. Je crois qu'on reçoit Nice au mois de février, mars, quelque chose comme ça et ce jour-là, ils arrivent avec, donc c'était dans les buts, c'était Marcin Bulka qui était, dans une grosse saison et il était vraiment, hein, il était immense et il prenait tellement de place dans les buts, il était tellement rassurant que je pense qu'on aurait pu jouer pendant 4 heures ce jour-là, qu'on n'avait absolument aucune chance de marquer. Je crois qu'on a eu une grosse occasion avec Martin Satriano, mais guère plus. Et il dégageait une sérénité, un calme derrière devant Dante avec une défense qui était extrêmement solide et tu pouvais voyager tranquillement. Alors Nice avait d'autres manques par ailleurs et on l'a vu la saison d'après. Mais ce gardien de but, là, m'avait pas mal impressionné. Un peu comme Samba à Lens une année où le gars transpire quelque chose. Là, avec Maïeski, c'est l'inverse. Il transpire la peur et du coup, les défenseurs, forcément, sont perturbés par la fébrilité du gardien. Ton bloc recule. Tu es plus à même de faire des conneries. Tu sais pas qui va prendre la balle et puis ça amène sur des actions comme on a pu voir notamment à Toulouse. C'est vrai que le charisme d'un gardien, je trouve, ressort particulièrement. Que ce soit c'est une des qualités, heu, que tu n'as ou que tu n'as pas, hein, finalement. Je pense que Boulka, clairement est un mec hyper charismatique, hein. Tu peux le voir quand il célèbre, par exemple, à ses arrêts sur les pénaltys, les tirs au but. Parce que c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, hein, c'est comme ça qu'il a explosé dans un parcours en Coupe de France avec Nice. Alors que c'est vrai que là, Maïetzki, niveau charisme, il y a pas grand-chose, hein. Il ressemble à Jérémy Le Doiron, le pauvre. C'est pas de chance. C'est pas de chance. Après bon, il est là. On va pas non plus que lui chier dessus, hein. Ah, c'est pas le but, On non? a qu'une envie, c'est qu'il retrouve un excellent niveau. J'imagine que quand Monaco le recrute au Legia Varsovie pour 6 millions d'euros, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est pas parce que c'est le Maïetzki actuel. Il a montré Monaco, regardez, c'est sa saison, 2023-2024, il fait quand même une saison qui est relativement correcte. L'année dernière, c'est vrai qu'il perd sa place, mais tu peux aussi avoir des joueurs dans un contexte qui sont moins bons. On l'a vu à Brest quand Mady Camara arrive, il est pas bon à Saint-Étienne. Il y a les analystes, et d'ailleurs les stats et les datas sur lui montrent que c'est un joueur très moyen de Ligue 1 et il y a ce déclic que lui a dans sa tête, plus la rencontre, je pense, avec Eric Roy qui joue beaucoup et qui transforme Mady Camara en très bon joueur de Ligue 1. Donc il y a à mon avis, du temps à laisser à Mayeski, c'est important, je pense, surtout pour un gardien de but, de la confiance à lui donner et espérer que lui-même aussi fasse ce travail mental, peut-être, je sais pas, voir quelqu'un il y a maintenant des psychologues du sport qui sont suivis, par lesquels les joueurs sont suivis. Il y a énormément de choses à faire pour lui donner cette confiance et je pense qu'à Brest, il a moyen avec dans ce petit stade, avec des gens qui sont quand même plutôt là pour soutenir les joueurs. Je vois mal le public lâcher les joueurs tout de suite, encore moins un gardien individuellement comme ça. Je crois encore en Maïeski. Je crois encore en lui, même si tu l'as dit, hein, il nous a montré des choses qui peuvent laisser, planer de gros doutes, mais il faut de toute façon, on n'a pas le choix de lui faire confiance parce qu'on n'a pas d'autres gardiens, donc Ah, c'est vrai que c'est pas très rassurant non plus, voilà. c'est vrai, c'est sûr. C'est pas rassurant. Maintenant, nous, il veut qu'avoir tort, hein, sur ce joueur.
Et si ça marche pas, bah, on fera la saison avec Grégoire Coudert, si tu veux. Mais quelle saison ce sera? Heureusement, Brest a désormais des atouts offensifs à faire valoir et Pathé Mboup. Pathé Mboup, vous pourrez écouter évidemment sa présentation, avec Yann. C'est peut-être la grosse surprise de ce mercato, la grosse curiosité de ce mercato, le joueur dont dont le profil on n'a pas eu trop souvent à Brest, hein. C'est vrai que cet ailier, virevoltant, dribbleur, c'est quelque chose qui est très en vogue actuellement dans le football, notamment les ailiers qui reviennent sur leurs pieds, et qui jouent sur leur côté faible, qui reviennent sur leurs pieds forts, à l'intérieur. C'est vrai qu'on n'a pas eu ce profil à Brest. On a eu des bons ailiers, hein, évidemment, comme Franck Honora notamment, mais c'est surtout un ailier centreur, un ailier, de débordement. Mais ce Pathé Mboup là, est-ce qu'il t'inspire une petite curiosité, mon cher Ah Fanch? oui, à minima une curiosité, en effet, jeune joueur. Notamment quand on entend, bah, plutôt les retours sur ce joueur. Exactement, une curiosité, je dirais même plutôt un certain enthousiasme, j'ai envie de le voir à l'œuvre. Je trouve d'ailleurs que l'idée du recrutement est très bonne, ça fait longtemps que j'appelle de mes vœux, du fait qu'on puisse regarder un petit peu ce qui se fait en Ligue 2. Alors souvent l'excuse c'est, ou l'argument qui nous est rétorqué, c'est que les joueurs de Ligue 2 coûtent cher désormais. Visiblement Pathé Mboup, ça a été un prix relativement raisonnable. Si je dis pas de bêtises, c'est 1,4 million avec 300 000 € de bonus. Derrière, en cas de maintien en Ligue 1, donc on va dire un petit peu moins de 2 millions en tout, pour un joueur qui sort d'une belle saison en Ligue 2 avec le Pau FC, qui d'ailleurs, le Pau FC est un club assez ambitieux, j'ai l'impression, désormais avec, Nicolas Usaï comme entraîneur. C'est 32 matchs, 9 buts, 3 passes décisives. Pour un joueur de côté, c'est relativement correct, hein, quand même de marquer 9 buts, c'est Tout à fait. pas tous les élites qui le font. Cette année, il marque également, sur les derniers matchs face à Nancy, il est également passeur. C'est un joueur qui a certainement envie de progresser. Alors, dans sa conférence de presse, j'ai vu des gens critiquer un petit peu en disant: «Oh, il a l'air très sûr de lui, il veut vraiment servir de Brest comme un tremplin» et cetera. Moi, je trouve ça plutôt OK, d'un joueur qui a la confiance en lui. Ça me pose pas de problème. Aujourd'hui, c'est un peu le style des joueurs d'être assez confiant, de le dire. On voit bien, alors évidemment à échelle largement supérieure, mais, un mec comme Kylian Mbappé, il doute pas vraiment de ses qualités. Je ne suis absolument pas là en train de comparer les 2, mais en termes de mentalité, ça m'étonne pas que Pathé Mboup ait confiance en lui. Bah, après, de toute façon, c'est bien gentil aussi d'avoir confiance en soi, mais devoir nous montrer sur le terrain ce qu'il vaut. Et sur cette question-là, ouais, je suis vraiment intrigué, j'ai hâte de le voir. Je pense que ça peut être un complément intéressant dans cet effectif parce qu'on avait, des joueurs très formatés sur les côtés finalement, que ce soit Mama Baldé qui a un style de jeu bien particulier, très axial, presque un il pourrait jouer neuf. Mama Baldé, il l'a déjà fait, donc il a pas forcément cette qualité de dribble, de centre et cetera. Et de l'autre côté, Romain Del Castillo plus un numéro 10 qu'on pourrait décaler finalement sur le côté, un joueur qui est très à l'aise techniquement et qu'on va pas voir faire de longs débordements. Pathé Mboup a l'air d'être un peu le mix finalement des 2, joueur rapide, technique, qui aime tirer, d'après ce que j'ai compris dans l'interview de présentation que Yann a fait avec Victor, journaliste de l'équipe, si je dis pas de bêtises. Hem, Très intéressé par ce choix. Je trouve que c'est également un bon prix d'achat. Alors, au regard de ce qui se fait sur le marché, parce que c'est difficile de juger quand on l'a pas encore vu à la sous les couleurs, mais par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière, un joueur de Ligue 2 qui sort à quasiment 10 buts, l'acheter à ce prix-là, ça me va. Un long contrat, c'est 2030. Je vois pas Brest perdre de l'argent sur lui. En fait, ce transfert, pour conclure, j'ai l'impression qu'on peut que gagner dessus. S'il est pas bon, bah, ce sera de toute façon un essai intéressant. On pourra pas dire, «C'est stupide de l'avoir pris» et s'il est bon, bah, on va certainement en profiter sur le terrain, puis ensuite certainement le revendre plus tard. Tu as tout résumé, rien à rajouter. Et peut-être revenir aussi sur les 2 recrues, allemandes du Stade brestois, notamment, Lucas Touzard qui est quand même une belle surprise. Tu les avais vus un peu, toi qui regardes la Bundesliga, tu les avais suivis les 2? Lucas Touzard, au Hertha Berlin, c'était pas top, mais c'est dans un contexte, assez puant, hein, d'ailleurs ils sont descendus, hein, depuis. Lucas Touzard est parti chez l'ennemi, enfin «l'ennemi» entre guillemets, ils sont pas vraiment, ennemis, mais ouais, Lucas Touzard ensuite à l'Union de Berlin, c'était pas fou dans un environnement, pareil, très, très concurrentiel avec, en fait, c'est assez particulier, je trouve, l'effectif de l'Union de Berlin, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont au même niveau et c'est difficile de trouver des joueurs qui se détachent et je pense pas que Lucas Touzard se détachait particulièrement des autres.
Mais par contre, il y a toujours la question de Dynamite B. Alors Dynamite B, moi, à chaque fois que je le voyais jouer avec l'Eintracht, j'étais assez très, très impressionné. C'était un joueur avec un énorme moteur, une très, très physique, qui s'est marqué des buts également, qui jouait, moi, quand je l'ai vu, piston et qui dégageait vraiment de quelque chose de très, très fort et pour le coup, jouer à l'Eintracht Francfort en ce moment, ouais, c'est plutôt un gage de qualité parce que Bon, globalement, hein. je pense ah ouais, c'est l'équipe qui monte, je pense, en Allemagne actuellement, qui a fait plusieurs saisons, très, très convaincantes en Europa Tu League. dirais que c'est top 4 allemand désormais? Oui, je pense que c'est en tout cas en termes de régularité. Bah, après il va y avoir, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Bayern, donc peut-être top 5. C'est le 5e globalement. J'ai l'impression de loin, moi je suis pas vraiment la Bundesliga plus que ça, mais simplement à partir de résultats et comme je tombe sur un match de temps en temps, mais j'ai l'impression que Leipzig, c'est un petit peu sur une pente descendante. Alors est-ce que c'est une vision court-termiste de dire ça? Je sais pas, parce que l'année dernière, c'était pas top. Il me semble d'ailleurs qu'ils sont même pas en coupe d'Europe cette année, mais que Francfort avait un peu pris le lead sur eux. Oui, oui, bah, c'est pas déconnant, je pense qu'il y a Leverkusen, enfin Bayern, Leverkusen, Dortmund et après ça va se bagarrer entre Leipzig et Francfort. Mais c'est vrai que Leipzig a quand même joué beaucoup plus avec des champions depuis quelques années, plutôt que Francfort. Cette année, ce sera Francfort plutôt que Leipzig. Et pour revenir sur Dynamo B, il y a juste la question de son caractère puisque, il avait été exclu du groupe depuis, je crois, le janvier, enfin exclu. C'est un peu fort, mais on va dire que son caractère l'avait, Mis en marge? ouais, c'est ça, l'a mis en marge. L'entraîneur l'avait mis de côté, parce que, ses performances en entraînement n'étaient pas bonnes. Alors que je pense qu'actuellement, ouais, comme je le disais, l'Eintracht, c'est plutôt un club tout à fait sain qui, ne marche pas sur des joueurs, un peu, qui feraient éventuellement des polémiques à l'intérieur du vestiaire, quoi. Donc je pense que ceux qui, sont en marge de l'effectif, c'est vraiment qu'ils font quelque chose de grave parce que, un peu à l'image du Stade Brestois il y a quelques années, je pense qu'un mec comme Bilal Brahimi faisait pas ce qu'il fallait pour s'incruster dans le moule de la majorité de l'effectif et donc de facto, il était un peu mis de côté. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Dynamo Ilve parce qu'il y a pas eu de réelle raison dévoilée sur cette mise de côté. Même les supporters, moi, quand j'ai eu Dynamo Ilve aller signer à Brest, je me suis évidemment intéressé, notamment sur les forums de Transfermarkt, et en fait, il y avait pas vraiment de raison explicite à cette mise de côté. Tout ce que l'entraîneur disait, c'était que, bah, le groupe était toujours ouvert et que s'il y avait de bonnes performances en entraînement, voilà, les meilleurs à l'entraînement jouaient en match. Donc, je pense que, voilà, il faisait pas ce qu'il faut à l'entraînement. Ça a l'air d'être une forte tête, hein, c'est ce qu'on nous a, clairement, signifié, mon cher Fanch, pour ceux qui ont côtoyé un peu le joueur, notamment les Dijonais, chez qui ça ne se était pas très, très bien passé. Maintenant, s'il y a je crois, il y avait volonté pour Dynamo B de revenir en France. Je crois que Grégory Lorenzi aussi, quand il lui a parlé, il avait vraiment envie de se relancer. Donc à lui, je pense aussi de faire le nécessaire pour se remettre la tête à l'endroit. Malheureusement, je pense que son caractère, il l'a et il ne le changera pas. Peut-être, essayer d'en faire une force désormais. Mais sur le papier, en tout cas, c'est une bonne pioche, je dirais. Heu Mais il y a toujours le point d'interrogation, à la fois blessure, aussi parce qu'il a quand même très peu joué les 2 dernières saisons et aussi, bah, évidemment au niveau de la tête. Mais si tout ça se boutique bien, ce sera une très, très bonne recrue. J'avoue. D'ailleurs ce Monaco, hein, a été dessus, l'hiver dernier et il avait raté sa visite médicale. Effectivement, j'ajoute aussi que et ça, c'est Grégory Lorenzi qui le dit, hein, c'est pas une information que je vous donne, simplement je rebondis sur ses propos dans la presse. Il disait qu'il était surpris de voir que Junior Dynamite avait été très enthousiaste à l'idée de rejoindre Brest et qu'il avait lui-même, montré la volonté de venir à Brest, que c'était pour lui un moyen de se relancer, de relancer sa carrière, de revenir en France. Je pense que quand tu lis ça, tu peux te dire que le gars vient avec de bonnes conditions en fait dans sa tête pour, être performant. J'ai envie de croire en lui. Moi, je le connais pas comme toi. J'ai simplement écouté ce que Yann, et son interlocuteur nous ont de l'Eintracht Francfort France sur Twitter, nous ont dit. Je pense effectivement qu'on est là sur un joueur qui a beaucoup de qualité,
et que c'est pas le football le problème, et peut-être un petit peu plus le reste, et que s'il arrive à mettre le reste, à régler le reste en étant à Brest, ça peut être un très bon apport. Alors toi, tu le vois Et d'a pardon, pardon, non, non, vas-y, est-ce que parle. toi tu le vois plutôt dans un rôle, enfin dans quel rôle tu le vois? Parce qu'il y a Pour moi, c'est le remplaçant de Malik Camara. d'accord, OK. C'est plus ou moins le même, je Margoli? dirais que Dina Mimbe s'il utilise son potentiel, c'est meilleur que Malik Camara, parce qu'il est, je pense, plus technique, il est plus tueur devant le but aussi. C'est un joueur qui marquait pas mal de buts Ouais, quand il jouait piston droit, et c'est un joueur qui peut aussi, renouveler les efforts. Pour moi, c'est vraiment le remplaçant de Malik Camara dans ce milieu de terrain à 3. Et je voulais juste rebondir sur Lucas Touzard, justement, qui peut être aussi ce rôle un peu de grand frère avec beaucoup d'expérience et qui peut, essayer de canaliser un peu les fortes têtes de ce vestiaire. On parlait de défenseur central tout à l'heure, ça aurait pu être l'idée aussi de prendre un taulier, pour reprendre, nos mots de tout à l'heure, pour essayer d'encadrer un peu ces mecs-là qui pourraient éventuellement sortir du moule. Surtout si ça pouvait mal se passer, d'un point de vue collectif au niveau des résultats. exactement. C'est vrai que là, dans l'effectif actuel, si on peut compter, il y a quand même, je pense, du monde, et puis au-delà de ça, tu as Grégory Lorenzi et Eric Roy qui font quand même figure d'autorité dans ce club qui, à mon avis, on l'a vu globalement, à part certains cas, tu as parlé de Brahimi, on peut citer Romain Fèvre. Il y a quand même à Brest assez rarement des problèmes de comportement, de joueurs qui se mettent à part du groupe, et lorsque ça arrive, généralement, c'est réglé assez calmement. Je pense qu'on peut faire confiance à l'effectif, enfin à l'équipe en place et au staff en place pour gérer ces gros caractères, et franchement, moi, ça me dérange pas forcément qu'il y ait des gros caractères dans une équipe, si ça va pas déteindre ensuite sur la qualité des entraînements, sur, des propos qui sont tenus dans la presse qui vont venir mettre à mal l'ensemble du groupe. Mais, s'il y a que un ou 2 joueurs comme ça peut aller. Après, faut pas qu'il y ait une équipe uniquement de joueurs qui soient, extrêmement caractériels. Mais en tout cas, Junior Dynamite, moi, c'est quand j'ai regardé un petit peu, du coup, son parcours, les montants qu'il a pu valoir à un moment donné, et puis l'intérêt qu'il y avait quand tu vas signer à Francfort, c'est qu'il y a quand même un intérêt qui est certain sur toi. Que Monaco veut te recruter, c'est que tu fais partie de joueurs un peu référencés. De voir qu'il finit à Brest, alors on peut dire ça de manière, hein, soit bah, il a perdu son niveau, sa cote a baissé et finalement il termine à Brest, c'est qu'il y a une raison, ou alors que c'est une très bonne opportunité de mercato. Je reviens sur le mot que j'ai utilisé en début de podcast, et que Grégory Lorenzi, pardon, a parfaitement su la saisir. Donc pareil que pour Majewski, c'est dans la tête que ça se joue pour lui, je pense. Mais également, il faudra qu'on revienne peut-être ensemble tout à l'heure sur les blessures aussi des uns et des autres, parce que c'est aussi l'interrogation, générale, hein, que ce soit Lucas Touzard, Junior Dina Elimbe, Rémi Laboscari, des joueurs qui, pour la plupart, ont très peu joué l'année dernière. Et pour revenir juste sur l'Eintracht Francfort, je pense que c'est l'un des clubs qui se trompe le moins en termes de Ah, recrutement on l'a vu ces depuis dernières années. quelques années, Mmh. avec évidemment bon, ils sont très, très bien, documentés, ces bénéfices, exceptionnels, notamment sur le poste d'attaquant. Mais vous pouvez, regarder l'effectif de l'Eintracht Francfort. Généralement, ça recrute pour assez peu d'argent, et ça revend pour, Il y a eu Ekitike, Marmouche, il y a eu Jovic aussi à un moment donné et un autre Français avant. Randal Kolo Muani. Exactement, Kolo Muani. Après, il y a des mecs comme Eli Wahi qui n'ont pas passé, quoi. Donc, bon, évidemment, ça existe les erreurs, mais c'est peut-être l'un des clubs qui en fait le moins. Donc je pense que ça travaille très, très bien, et que, si Junior Diamine a été, recruté par ce club, c'est qu'il y avait des qualités, qui ont et qu'on verra certainement, à Francis Leblay. On l'espère le plus vite possible. Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour? Peut-être la Peut-être les perspectives? Ouais, les perspectives. Sur quoi ça pourrait déboucher cet effectif? Hem, Peut-être voilà, il manquait peut-être un défenseur central, mais sinon, on est sur un effectif plutôt bien équilibré, et avec finalement des qualités à toutes les lignes. Tu as des qualités à toutes les lignes, et puis je pense que tu as aussi une certaine,
Enfin, tu as des compétences qui sont variées, notamment au milieu de terrain et en attaque, parce que derrière, globalement, la défense, on la connaît. Et même les postes de doublure, par exemple, tu vois, sur les postes de latéraux, que ce soit Bourgo ou Zogbe, des jeunes joueurs qui ont du potentiel, ça peut être assez intéressant. On va pas revenir sur le poste de défenseur central, qui pour moi est le point un petit peu noir de cet effectif 2025-2026. Après, au milieu de terrain, je sais pas comment Eric Roy va pouvoir un petit peu trouver la bonne formule, ce sera à lui de le faire. Mais entre Lucas Touzard, Joris Chotard, Hugo Manetti, Kamori Doumbia, éventuellement Junior Dinaï Limbe également, plus peut-être un jeune ou deux qui pourrait venir pointer le bout de son nez. Comment est-ce que tu organises ça? Qui seront ces hommes de base? Parce qu'on sait qu'Eric Roy aime bien avoir quelques hommes comme ça autour desquels va être très très proche pour avoir une équipe extrêmement solide. On savait qu'il y avait, il était très proche de Pierre Lesmelou notamment. Comment est-ce qu'il va réussir à mettre ça en place? Et puis devant, ça va être un petit peu la surprise. Donc peut-être, il y en a évidemment l'immense Udo Ajorc, qui est, pour moi, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est de ne pas avoir perdu Udo Ajorc, parce que ça aurait été le gros coup dur. C'était vraiment le joueur que je ne voulais pas perdre cet été. Tous les autres pouvaient partir. Alors évidemment, je suis très très déçu que Mady Camara soit parti. Vous connaissez l'amour que j'avais pour ce joueur. Mais On s'y attendait. on s'y attendait. Udo Ajorc, ça aurait été une perte terrible, mais autour de ça, que tu vois Baldé, qui a l'air d'être dans un bon état d'esprit pour faire une bonne saison, il a marqué avec son équipe. Tu vois Del Castillo, qui lui est en difficulté, donc peut-être potentiellement avec plus de concurrence, va se remettre dedans. Après, Rémi Labo-Lascari, les Lensois nous en dit le plus grand bien. Quid de sa blessure? Pathé Mboup qui arrive un peu en pleine bourre, donc curieux de le voir aussi. Donc devant, tu as plusieurs moyens d'organiser ton attaque, et au milieu de terrain également. Est-ce que tu fais jouer Kamori Doumbia plutôt pointe haute avec deux joueurs derrière lui dans le triangle, ou est-ce que tu l'inverses avec Joris Chotard peut-être plus bas et Lucas Touzard avec Dinaï Limbe plus haut, ou des quid de Manetti, parce que c'est aussi dur de le sortir de l'esprit comme ça. C'est l'interrogation. Je ne sais pas, toi, quelle équipe tu vois. Pour toi, ce serait quoi? Alors, c'est peut-être difficile de donner une réponse aujourd'hui, mais si tu devais me faire un 11 demain avec tes joueurs qui sont tous disponibles et à 100%, comment est-ce que tu articulerais l'équipe? Quel joueur tu mettrais sur le banc et quel joueur tu mettrais titulaire? Alors, finalement, moi, la plus grosse interrogation, c'est surtout en défense, ça va être les formes actuelles. Heu, je pense et au poste de gardien de but également. Alors, disons, on fait la compo pour le PFC. Faisons la compo du PLC. Enfin, ouais, le PFC, donc évidemment, tu as Greg Couder dans les buts. À voir, je pense qu'il joue sa saison aussi sur les 2 prochains matchs. Ouais, clairement. S'il fait 2 gros matchs, je pense qu'il garde son poste Tu peux pas le et sortir. logiquement, un peu à la manière de Larsonneur en son temps. C'est comme ça qu'il avait un peu gagné sa place. Il avait enchaîné les bonnes prestations pendant que l'immense Julien Fabry s'était blessé. On n'oublie pas ce tweet légendaire, ce n'est pas Julien Fabry, mais mais bref, c'était incroyable. Évidemment, Kenny Lala qui sera présent. Ensuite, pour moi, il y a quand même en fait, je pense que Chardonnay est le plus complémentaire avec Junior Diaz. Oui. Parce que pour moi, Junior Diaz a fait un plutôt bon match contre Lens. D'un point de vue collectif, c'était pas bon défensivement, mais les individus n'étaient pas outre mesure en difficulté. Alors, Diaz s'est fait avoir une fois sur je crois que c'est Fofana le nom du gars de Lens. Oui. Qui s'est fait avoir sur un face à face là que Fofana manque. Ouais. Voilà, donc il s'est fait avoir là-dessus. Maintenant, c'est aussi un jeune joueur qui découvre la Ligue 1. Donc, je pense que ce serait quand même une bonne idée de le laisser là. De toute façon, on a vu que Julien Gabriel, et comme toi, j'étais plutôt satisfait de sa préparation, en tout cas de ce que j'en ai vu. Ouais. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas trop compris pourquoi il avait joué toute la préparation et que, bizarrement, le premier match, il était sur le banc. Mais enfin, pour moi, il serait titulaire axe gauche avec, évidemment, Bradley Loco. Et là, on entre dans le vif du sujet. Là, on entre dans le lard. Et pour moi, c'est Joris Chotard qui joue en 6, avec Dinaï Limbe et Touzard devant lui. Manetti est suspendu, rappelons-le. Oui, et je pense que même si Manetti n'avait pas été suspendu, j'aurais mis Touzard et Limbe. Est-ce que tu penses que c'est pas important d'avoir un joueur comme Hugo Manetti qui connaît l'équipe, qui fait partie des meubles maintenant, dans une forme d'un peu de transition avec les uns et les autres? Non, pour toi, ce milieu-là. Présentement, je ne le trouve pas assez performant pour être titulaire. Ok. Alors, après, c'est peut-être évidemment, même pour lui, ça doit être difficile. Il a perdu ses 2 potes du milieu de terrain. Je pense que Mady Camara, c'est un joueur extrêmement facile à jouer avec. On l'avait dit dans son podcast de départ. Je pense que c'est assez facile de jouer avec Mady Camara.
et que c'est beaucoup plus difficile de jouer avec Amaury Doumbia, de se positionner parce que qu'Amaury Doumbia, c'est quand même un joueur qui reste assez peu dans sa zone, hein, qui va à droite et à gauche. Donc Magneti, finalement, il doit aussi, compenser là où qu'Amaury Doumbia n'est pas. Donc c'est pas facile. Alors que Malik Camara, c'était quand même assez fluide. Il bougeait, mais plus dans un axe, vertical, Mmh. si c'est compréhensible. Alors que Kamori Doumbia, c'est plus, horizontal. Je crois que c'est ce qui est un peu reproché aussi à Lucas Touzard de la part des Lyonnais, c'est que soit c'est très horizontal, soit c'est vertical mais vers l'arrière. Donc bon, Après, bon, on ne demande pas de si on superpose un peu, les profils de l'année dernière ou d'il y a 2 tu ans, mets Touzard à la place de Magneti? ouais, c'est ça. Magneti, c'est pas non plus un mec qui va excessivement vers C'est l'avant, vrai. qui fait beaucoup de passes, qui cassent des lignes, qui font des différences. Donc, tu as surtout besoin d'un mec, je pense, hyper solide et éventuellement, Joris Chotard prendra ce rôle de joueur qui fait les bonnes passes, qui va chercher la diagonale opposée, qui lance les attaques, on va dire. Et à côté d'Inaimi B, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le remplaçant de Malik Camara dans le profil. Et par contre, offensivement, pour l'instant, je ne change pas. J'utiliserai Pathé Mboup, en tout cas au début, un peu dans un rôle à la Cardona à l'époque, jadis, quand Cardona était arrivé de Monaco. Maintenant, c'est peut-être l'un des seuls joueurs qui est en confiance dans cet effectif. Donc il ne faut pas non plus hésiter à l'utiliser. C'est intéressant. Après, c'est quand même difficile de sortir Mama Baldé actuellement parce que, bah, c'est peut-être l'un des joueurs aussi qui fait un début de saison, assez bon. Je l'avais trouvé bon contre Lille, c'était peut-être le meilleur contre Toulouse et il a marqué contre Lens. Et par contre, je ne sais pas si Pathé Mboup peut jouer à droite, heu et je manquerais aussi peut-être cette patte technique de Del Castillo. Alors il le montre pas souvent actuellement, mais il est capable de le faire et je pense que c'est une valeur sûre pour les mecs à côté de lui dans l'effectif, de jouer avec Del Castillo et de savoir que, généralement le ballon, tu le retrouveras dans de bonnes conditions. Et c'est aussi un mec qui demande le ballon, dans les pieds, alors que Baldé le demande plutôt dans la profondeur et que potentiellement Mbou pourrait aussi le demander un peu plus dans la profondeur. Maintenant, tu as aussi Ludovic Ajor qui lui demande un peu plus dans les pieds aussi. Donc, tu pourrais avoir 2 flèches sur les côtés pour compenser Ludovic Ajor et tu te retrouverais presque avec un losange, avec un Ajor qui jouerait un peu plus «bas» entre guillemets, avec 2 flèches qui iraient dans la profondeur ou qui creuseraient un peu plus l'axe. Donc, finalement, tu as pas mal de choix, mais pour l'instant, je resterai sur Ajor, Baldé et Del Castillo. Moi, je suis pas en désaccord. Je suis pas en désaccord avec toi, même si je suis déçu du début de saison de Del Castillo, qui a montré beaucoup plus et pareil, tu vois, comparé des joueurs qui étaient un peu en fin de cycle, je pense que peut-être c'est son cas aussi. Est-ce que lui qui a connu les difficultés, les saisons après les plus folles, va être capable de se remettre à l'endroit pour simplement jouer une place anonyme en Ligue 1? J'espère, parce qu'on a besoin de lui, on a besoin de ses qualités. C'est un joueur qui me plaît beaucoup, et j'espère en tout cas qu'il arrivera à rehausser son niveau de jeu. J'aimerais ajouter également une chose sur les recrues. Si tu me le permets, c'est que quand c'est peut-être des petits détails, hein, mais quand on voit l'arrivée des recrues, leur présentation, que ce soit Joris Chotard, Lucas Touzard, ou d'autres, on les a vus avec le sourire et on les a vus très heureux d'arriver à Brest et ça me semble important de voir des joueurs qui sont contents d'être là et pas des joueurs qui sont là par défaut. Alors Rémi Labolascari, lui, je pense qu'il s'en fout un peu d'être à Brest ou ailleurs, le but c'était de trouver un club, mais des mecs comme Chotard, Touzard qui peuvent être des cadres aussi de l'équipe, de les voir arriver avec cette envie, cette bonne volonté, ça me rassure un petit peu sur leur implication et j'ai envie d'y croire, en fait. J'ai envie d'y croire. Même quand tu vois le discours de Pathé Mboup, hein, il a choisi Brest finalement pour sa Ah, progression j'ai bien compris, ils étaient presque prêts à même plus jouer avec Pau, hein, pour venir à Brest. et je crois qu'il y avait un club belge qui était Malines, qui était sur le dossier Ça. également. Alors bon, c'est quand même assez rassurant que Brest soit plus attractif que Malines, mais on va trouver les victoires là où elles sont. Parce qu'on a suffisamment eu, je pense, de refus, cet été pour se satisfaire des petites victoires comme ça et tu l'as dit, l'attitude de Junior Diniamibé dans l'interview de Grégory Lorenzi. Donc finalement et d'ailleurs, le directeur sportif l'a bien signalé, ça sert à rien pour lui d'aller chercher des joueurs qui n'ont pas envie d'être à Brest. Je pense que c'est contre-productif à la fois pour le joueur, le club, l'entraîneur, les coéquipiers. Ça n'a aucun sens. Donc autant prendre des joueurs qui ont envie d'être là et
et bah, hâte que ça commence vraiment, on va dire. Ouais, c'est ça. En fait, un peu comme l'an dernier, c'est très difficile de faire un bilan des 3 premiers matchs parce qu'ils ont effectivement pas été bons dans le contenu, même si contre Lille, je pense que c'est le meilleur match et tu peux, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux pas espérer mieux en prenant 3 buts, mais alors que tu pouvais théoriquement espérer mieux sur ce match parce que je pense que tu es pas moins bon que Lille et c'est rassurant. Le match à Toulouse, je l'ai revu en plus après, ce qui était terrible parce que j'ai pas pu le voir en direct et il était vraiment très, très mauvais. Enfin, j'ai l'impression qu'on aurait pu, ouais, on aurait pu jouer pendant des heures. Et tu l'as fait volontairement. Bah, ouais, je l'ai fait pour pouvoir C'est ça qui est pour terrible. pouvoir en parler dans le podcast. Si je vois pas les matchs, c'est compliqué quand même, hein. Mais effectivement, heureusement que j'étais en vacances parce que je pense que j'aurais eu du mal sinon. Et le match de Lens, bah, c'est difficile de l'analyser puisque, tu mènes à un moment où tu prends un carton rouge, mais au moment où tu prends un carton rouge, même si tu mènes, tu mérites pas forcément de mener. Parce que Lens a quand même beaucoup d'occasions, mais c'était mieux. C'était pas une mauvaise première mi-temps non plus. Certes, les autres ont beaucoup d'occasions, mais tu peux aussi mener 2-0 à un moment donné si Cameron Doumbia, joue mieux le coup. Donc maintenant que ça c'est fait, on va avoir une nouvelle rentrée, en fait. Il y a eu la pré-rentrée, on va passer à la rentrée et voir ce que l'équipe a dans le ventre. Il reste 31 matchs, il reste 33 points à prendre à peu près, 33-34 points à prendre pour le maintien. J'avais espéré une colonne de gauche en début d'année, je pense que ça va être compliqué. Je vois beaucoup d'autres clubs mieux armés, mais je pense aussi qu'il y a des clubs qui le sont moins que nous aujourd'hui avec le recrutement des derniers jours. Je vois pas des clubs qui ont pris Dynamic B tous d'arrache-tard pour renforcer leur équipe et pâter une boucle, sur la dernière semaine. Je pense à des équipes comme Angers, comme Metz, comme Lorient, comme Le Havre, qui probablement auront plus de difficultés, mais certaines d'entre elles ont déjà pris des points, malheureusement que nous n'avons pas. C'est ça, on part avec un petit malus, mais c'était aussi le cas l'année dernière et ça avait terminé sur une belle petite saison. Donc, pas de quoi non plus être, pessimiste outre mesure, Est-ce que juste mais je pense que l'optimisme a été quand même assez refroidi. Est-ce que je peux me permettre une question? Est-ce que toi, tu serais, alors au regard du mercato qui a été effectué, des conditions économiques, qui sont, énoncées par Grégory Lorenzi, est-ce que tu serais désormais satisfait d'une 15e place cette saison? Non, quand même pas. D'accord. Tu maintiens une certaine ambition, en championnat? Ouais, alors sans parler de colonne de gauche qui était, mon objectif personnel, on va rester quand même dans une zone de 10 à 12e, qui conforterait, on va dire, la place de Brest en Ligue 1. C'est vrai que quand tu es 15e, c'est quand même, que tu te bats pour le maintien. Heu, pour moi, ce serait un pas en arrière, on va dire. D'accord. Parce que si j'ai bien compris, on va vivre 2 saisons compliquées, là. Parce que moi, c'est à mon avis, c'est pas 2 saisons dans lesquelles il y aura vraiment pas d'argent et cetera. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, Abonnez-vous à Ligue 1+, les amis. ouais, même malgré ça, on a pas l'impression que les clubs auraient beaucoup plus d'argent. Je crois que l'OL, c'est quoi? C'est 50 000 € de droits télé qu'ils ont prévisionné cette année? Oui, bah, 50 000 €. ça fait une participation en Ligue des Champions, c'est pas si mal. Ouais, ouais. Eh oui. Ah, c'est comme ça. Bah oui, de toute façon, nous, de toute manière, on a commencé le podcast parce que dans une équipe qui avait pas un rond et qui montait de Ligue 2, c'est pas maintenant qu'on va lâcher, mais c'est vrai que c'est dommage, en fait, tout simple en fait, c'est dommage et là, il y a pas mal de gens qui m'en parlent, que ce soit au travail. Je crois qu'à peu près tous les gens que j'ai croisés au travail qui savent que j'aime le foot sont venus me demander, mais d'abord où était l'argent? J'ai l'impression d'être banquier depuis une semaine. Alors, il est où l'argent? Et je n'en sais rien. Et deuxièmement, me demander, bah, si j'étais satisfait ou déçu du mercato. En fait, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'on n'a déjà pas toutes les données et puis, c'est difficile de dire que je suis déçu alors qu'on a quand même des joueurs sur le papier qui sont assez intéressants. Et d'un autre côté, je peux pas dire que je suis satisfait parce que j'aurais aimé que le club surfe un petit peu sur cette campagne européenne et progresse et passe un cap. Et clairement, bah, ça n'a pas été le cas. Je pense que ça va simplement servir à Brest de ne pas mettre la clé sous la porte. Finalement, Eric Grosse qui disait en conférence de presse il y a quelques mois, c'était peut-être pas si faux que ça. Donc, c'est difficile, mais c'est pas simplement difficile pour les supporters de Brest, hein. Je pense que si tu regardes Le Havre en air ou Lorient en air, ou la Taverne, Alors, Angers en air, c'est encore ah, j'ai rien à se foutre par la fenêtre, mais c'est le cas de beaucoup de clubs et à mon avis, l'objectif, c'est on va se satisfaire d'un maintien et si Brest se maintient, ça fera 8 saisons consécutives en Ligue 1. Il faudra quand même, prendre un peu de hauteur et saluer la performance et on le et fera on a été en Ligue des Champions. en temps et en On a heure. été en Ligue des Champions, on va Et oui, et finalement, est-ce que c'est pas du bonus maintenant? mais si, c'est du bonus, on a été en Ligue des Champions et puis la Ligue des Champions, ça a été la en fait, il y a 2 manières de le voir, mais la Ligue des Champions, ça a été tellement la cerise que maintenant, c'est pas que tout peut arriver parce qu'on aimerait que Brest reste en Ligue 1. Aille dans son nouveau stade en Ligue 1, mais si jamais on doit redescendre en Ligue 2 pour, X ou Y raison, bah, on descendra en Ligue 2 puis on remontera un jour.
Mais c'est pas le cas, ce sera pas le cas. On va se maintenir. Mais ça, c'est beau ce que tu dis. Ça, c'est beau ce que tu dis. Ah oui. Parce qu'il y a des valeurs de philosophie là-dedans. Franche, merci. Merci à toi. Et c'était intéressant. On salue Yann, évidemment, qui reviendra incessamment sous peu, comme je l'ai dit. Et d'ici là, bon match à toi. Oui, tu seras pas là, je crois. Non, c'est les vacances, donc on va profiter de ça. Oui, tu peux bien. Parce que le retour de Pierre Lesmelou, est-ce que tu applaudiras? Oui, j'applaudirais. Oui. Faut quand même, voilà, c'est grand joueur passé, même s'il y a eu des désaccords, je pense qu'il ne c'était pas 100 de sa faute, tous les problèmes qui ont pu être, menés à nos connaissances. Tout à fait. Merci à toi, Fanch. À la prochaine. Bon week-end, bon match. Et bien sûr, Allez Brest. du bruit. Et allez, Brest. Salut à tous, merci.